Donc, on avance. On avance. Il nous reste que des poulets là. Que du poulet. Et on en est à 2h44 d'enregistrement. Putain de merde. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Et encore, le pire étage est là. Je pense que cet étage-là, faudra faire un stream entier que sur ça. Non, on va commencer par ceux qui me plaisent le moins. Et on va finir sur ceux que j'ai le plus envie de faire. Donc on va parler d'intersectionnalité là, tout le monde. Petite pause. Bon, du coup, le dictionnaire de la gauche, on se reconcentre tout le monde. On va partir du coup sur l'intersectionnalité, putain gros morceau. Alors, l'intersectionnalité. Intersectionnalité, gang. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, bon. Moi, j'avoue que c'est un concept qui me parle pas mal, hein. Genre, dans ma politisation et tout, ça a été un concept un peu important. Mais il y a, comme pour beaucoup de mots dont on a déjà parlé, une dimension basée et une dimension pas basée. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de ces deux visions de l'intersectionnalité qui existent, en commençant par la version pas basée. Dans la tête de certaines personnes, l'intersectionnalité, comment dire, c'est le fait que il y a... alors non, pas forcément. Intersectionnalité égale être de gauche libérale, pas forcément. Il y a des gens très marxistes qui ont parlé d'intersectionnalité, tu vois, aux États-Unis et tout, etc. Enfin, c'est un concept qui est plus vaste que ce qu'on pourrait croire. Mais concrètement, nous, en France, comment on en a vu parler, comment on a entendu parler, pour plein de trucs, ça a plutôt concerné, on va dire, l'idée que tu as, en fait, un ensemble d'oppressions qui ont des origines, on va pas forcément lutter. Alors non, la convergence des luttes, c'est un autre concept encore. C'est compliqué. Alors attendez, est-ce que si je trouve une image pas basée? Voilà. Ça, c'est un bon exemple d'image pas basée. Attendez. Voilà. Le pire de ce que peut donner l'intersectionnalité, c'est sûrement ça. Ce genre de truc où en gros on va vous mettre orientation sexuelle, identité de genre, couleur de peau, âge, déjà tout sur un pied d'égalité avec autochtone, éducation formelle, citoyenneté, langage, expérience, c'est insupportable, d'accord? C'est pas comme ça que ça marche, alors vraiment pas du tout, vraiment pas, genre, puis en plus pareil, de dire que les personnes âgées seraient moins privilégiées que les jeunes, qui seraient moins privilégiées que les personnes d'âge moyen. Hein? On n'a pas parlé des mêmes jeunes, hein, je pense. Bizarre, déjà bizarre. Il y a des ordres dans cette histoire qui sont bizarres. Mais surtout, en fait, là où c'est pas une vision basée, c'est de venir vous dire qu'en gros, vous auriez plein d'oppressions, en fait, qui viendraient du coup, genre à droite, à gauche, les unes les autres, se cumuler, etc., et qu'en fait, genre, il faudrait que, du coup, toutes ces différentes luttes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, en fait, finissent par, genre, se réunir parce que, en fait, non. Je sais pas comme ça que ça marche, tu vois. Genre, toutes ces oppressions sont pas issues des mêmes systèmes, mais le système quand même qui est sous-jacent à tout ça, je suis désolé de le dire, hein, ça reste le capitalisme patriarcal et colonial, aka le capitalisme, qui ne peut pas être autre chose que patriarcal et raciste. Là où l'intersectionnalité redevient basée, et c'est là où moi je suis plutôt en mode c'est des plutôt bonnes idées en soi, c'est de venir expliquer que, bah, par exemple, il y a quand même cette notion de quand tu croises deux, on va dire, oppressions que tu subis, tu obtiens plus que la simple somme de ces deux choses. Genre, par exemple, si vous êtes noir et que vous êtes une femme, eh ben, vous n'allez pas prendre juste le racisme en tant que personne noire et ensuite le sexisme comme une femme, vous allez être traité comme une femme noire. Donc, genre, les gens vont commencer à vous appeler gazelle, panthère, ils vont commencer à faire des références genre à tous les animaux félins basiquement qui existent, tu vois. Il va y avoir des notions de une femme noire, on s'attend à ce qu'elle soit plus traditionnaliste. On s'attend que et ça va venir créer une oppression plus spécifique, tu vois, genre la misogynie noire, du coup, dont quelqu'un a parlé dans le chat. C'est vrai aussi, du coup, par exemple, si vous êtes à la fois trans et à la fois une femme, bah vous allez vivre de la transmisogynie.
ce qui est une forme de misogynie, pareil, qui est spécifique. Et donc, c'est pour ça que, genre, on a tendance à dire quand même que si t'es une femme noire et que tu veux défendre les oppressions spécifiques que tu vas vivre, tu peux pas juste aller militer chez les antiracistes et aller militer chez les féministes, parce qu'en fait, tu risques dans les deux cas de te retrouver, en fait, pas pris en compte, pas compris. Et il faut du coup que tu crées ton propre mouvement, on va dire, l'afroféminisme, ou le transféminisme, par exemple, ou l'éco-transféminisme, quand vous êtes complètement fou. Et en fait, ça reste basé. Enfin, moi, je trouve que ça reste basé. Oubliez ce truc-là, tu vois, genre on s'en fout de ce truc-là. Et ben, ça reste vrai quand même que c'est important d'avoir différentes luttes. Non, c'est même pas une balle perdue, hein, c'est assez basé en plus l'éco-transféminisme. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est ouf. Et donc, du coup, tu vois, tu peux dire qu'au final, tout ça, c'est de la lutte des classes, c'est important, et rester marxiste sur le fond de ce que tu dis. Et donc, pour moi, c'est du marxisme que vient la convergence des luttes. C'est-à-dire que, genre, la racine du truc, ça reste quand même que y a ce capitalisme patriarcal et colonial qui nous impose du coup ces différentes oppressions selon différentes dimensions, qui viennent derrière s'entrecroiser, créant du coup des oppressions spécifiques pour différents groupes de personnes qui ont du coup intérêt à se organiser entre eux spécifiquement pour pouvoir taper sur ces oppressions et pour pouvoir faire comprendre ce genre de choses. In fine, la convergence se fait pour moi par la lutte des classes, quand même. Et c'est pour ça que, même si, genre, moi, genre, je pourrais être catégorisé du coup comme étant, du coup, transféministe, voire même éco-transféministe, hein, d'un certain point de vue, tu vois, ça n'empêche que... Hey yo! Merci Claqué! Attendez, ça va bugger là, j'ai pas les oreilles. Pour finir sur l'intersectionnalité, du coup, quand je vous dis que c'est un truc ça peut être un truc avec des dérives libérales assez fortes, bah typiquement, le machin que je viens de vous montrer juste là, alors j'ai pas de preuves, mais je suis quasiment sûr, c'est une image que j'ai prise au hasard, vous savez d'où ça vient ça, ce genre de diagramme autour de l'intersectionnalité là, vous savez d'où ça vient? Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui le sait dans le chat, parce qu'il y a quelqu'un qui a dû le subir, c'est sûr. Non, vous voyez pas? Vraiment, vous voyez pas? Ça, les gens, c'est des formations en entreprise. Site, personnalité, faut aller, non, profème, toujours pas. Non, c'est vraiment ça. Il y a des gens, attendez, capsule, intersectionnalité, PSA, c'est quoi ça? Le centre franco. Déjà red flag. Mais c'est des formations en entreprise. Voilà, c'est des ressources pour faire des formations en entreprise, pour rendre votre formation, voilà. Putain, mais c'est exactement ça. C'est très précisément ça. Donc en fait, vous voyez que genre, l'intersectionnalité, ça peut être récupéré par des libéraux qui, justement, vont en faire une question purement individualiste, complètement gaze, où ils vont vous dire, en fait, c'est par rapport à vous, en tant qu'individu, que vous pouvez vivre différents trucs, et ensuite, vous faites votre petite... vous piochez, voilà, vous regardez, vous en êtes où par rapport à quoi, vous faites votre petit diagramme, vous faites votre petite fiche Pokédex, voilà, en fonction de vos oppressions, et puis à la fin, voilà. Donc, on arrive dans un stream de Furax pour des persos de jeux vidéo. Furax, ils ont été très féministes libérales. Hein. Et la vérité, nous, on était très critiques de Furax, etc. Et justement, quand Furax a commencé à faire un virage pour sortir du féminisme libéral et qu'ils ont commencé à inviter des meufs trans, genre moi et Sharp, qui étions des gens critiques, justement, du libéralisme, et qui tentions de venir apporter un sujet vraiment intéressant. En plus, avec Echarp, on était venus pour parler justement de trucs vraiment, vraiment cool. Et on nous l'a cancel. Voilà, c'est-à-dire que cette fois-ci, ça a été cancel dans le sens de purement du cancel, quoi. Enfin, c'est-à-dire que, genre, les gens, ils ont juste fait passer Echarp pour une espèce de nazi pédo. Du coup, ça a créé une panique morale. Et du coup, l'association, qui n'est pas très solide, qui était invitée, c'est toutes des femmes, nous ont lâchés. Et du coup, l'événement a été annulé. Voilà. Mais oui, du coup, on a dissous Furax à l'acide sans faire exprès. Du coup, intersectionnalité, c'est bon. C'est bon, on a fait le tour du terme. Je crois qu'on a dit ce qu'on avait à dire là. Et donc voilà. En gros, c'est de par la lutte intersectionnelle, qui certes a pu être récupérée par des luttes libérales, enfin par des libéraux, tu vois. D'ailleurs, on va définir le libéralisme après, parce que c'est ça qu'on en parle beaucoup et on aurait peut-être dû définir ça plus tôt. Mais bref, l'intersectionnalité a quand même eu des enfants très basés. Je veux dire, voilà. C'est-à-dire que si c'est bien utilisé, c'est méga basé. Enfin, genre encore une fois, l'afroféminisme, c'est turbo basé. Le transféminisme, c'est turbo basé.
Il y a beaucoup de luttes qui ont émergé de ce truc-là, tu vois. Alors du coup, c'est quoi la différence entre intersectionnalité et convergence des luttes? L'intersectionnalité, c'est vraiment à proprement parler de dire que quand tu croises des oppressions, ces oppressions sont supérieures à la somme de ce qu'elles sont apportées. C'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. L'intersectionnalité, à proprement parler, c'est de dire que si t'es une femme et qu'en plus t'es noire, tu vas vivre autre chose que purement du sexisme et que purement du racisme, tu vas vivre de la misogynie noire, un truc spécifique que de meufs trans. Alors que co-substantialité, ça peut partir en quatrième. Ouais, c'est bien ici co-substantialité. Tiens, hop, c'est un terme que je connais pas très bien, mais j'ai déjà entendu. Et peut-être on va s'en moquer, je sais pas. Sensualité, ouais, comme ça. Voire même encore en dessous. Mais bref. Oui, alors du coup c'est ça l'intersectionnalité. C'est pour ça que du coup on a besoin d'avoir des collectifs afro-féministes, parce que du coup, quand ils se retrouvent dans les luttes antiracistes ou quand ils se retrouvent dans les luttes féministes, ils sont soit entourés de féministes blancs, de féministes blanches, soit entourés de mecs, et du coup dans tous les cas, genre au final ils se font un peu... Et donc la convergence des luttes, c'est autre chose. La convergence des luttes, c'est de dire que certes, les trucs qu'on finit par vivre au bout du bout, dans les feuilles de l'arbre, je reprends ma métaphore botanique, dans les feuilles de l'arbre, les oppressions que vous vivez, parce que je vous rappelle pour moi comment ça fonctionne, c'est genre à la racine, il y a l'exploitation, le tronc, c'est les structures, et les oppressions qu'on vit à la fin, c'est les feuilles, c'est important, etc. Mais la convergence des luttes à proprement parler, c'est plutôt l'idée de dire que certes, du coup, une meuf noire va vivre de la misogynie noire, qui est un truc spécifique, dont on peut parler et dont il y a beaucoup de choses à dire. Mais à la fin, tout ça, c'est le même truc. Ça vient initialement, du coup, du même truc qui est le capitalisme, qui ne peut pas être autre chose que patriarcal et colonialiste. Et donc, c'est pour ça que les luttes convergent. Et c'est pour ça que même si, genre, les afroféministes vont avoir un combat qui va être différent des transféministes, qui va avoir un combat différent de juste, on va dire, les féministes traditionnels, qui vont avoir un combat qui est différent de l'antiracisme, à la fin, on lutte tous contre le même truc et contre le même système d'oppression, contre le même système d'exploitation. C'est ça la convergence des luttes. C'est-à-dire que il peut pas y avoir de lutte queer sans lutte antiraciste. C'est pas possible, en fait. Et justement, c'est d'expliquer que par exemple, la lutte, genre typiquement la lutte queer. Le modèle hétéronormatif, c'est un truc qui a été imposé par la colonisation. Donc c'est là que tu vois que ça, du coup, quand tu luttes contre les conséquences de cette même colonisation, de façon anti-impérialiste, tu finis au final par genre lutter contre justement l'hétéronormativité en fait. Donc c'est la même chose. C'est ça la convergence des luttes. C'est d'expliquer qu'à la fin, au bout du bout, ça reste la lutte des classes. Que les classes, ce soit des classes purement sociales, prolo-bourgeois, que les classes, elles soient définies par rapport à un rapport racial, blanc-noir, que les classes, elles soient définies par le genre, ça reste la lutte des classes, parce qu'au final, ça sert l'exploitation capitalistique. Ça, la lutte des classes, pour moi, en tout cas, la convergence des luttes marxistes, c'est ça. Et c'était ça le sens de mon espèce de mème un peu gaze, où j'ai refait la courbe des QI, où j'ai mis au tout début class first, au milieu j'ai mis intersectionnel, et à la fin j'ai mis class first, c'est un peu pour ça. C'est un peu ça le sens de mon mème bizarre. Au final, c'est lutter contre un seul type de pensée. Non, tu luttes pas contre un type de pensée. Ça, c'est une pensée qui est idéaliste. Quand tu luttes contre le capitalisme, tu ne luttes pas contre la pensée capitaliste. Tu luttes contre, genre, un système dans lequel il y a une hiérarchie sociale qui est faite entre les individus dans la façon dont on est tous collectivement organisés. C'est-à-dire que le capitalisme, genre, c'est pas fondamentalement une idéologie qui s'est imposée. C'est plus la façon dont les rapports de production se sont rendu cohérent aussi, tu vois. Genre, c'est difficile. Enfin, nous, on est plutôt matérialiste. C'est-à-dire qu'on a plutôt tendance à penser que c'est les conditions historiques et c'est les conditions sociales qui font émerger les idées et pas l'inverse. J'ai entendu la pute de classe. Ah ouais. Vu que je suis autiste, du coup, je fais partie de la convergence des luttes par rapport à mon handicap. J'essaie de capter le délire. En fait, c'est plus compliqué. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Les questions autour du coup du handicap, c'est pas tant des classes sociales d'exploitation. Parce que, en fait, la question du handicap va plus être articulée autour de la question de la classe sociale. C'est-à-dire que les handicapés se retrouvent plus ou moins par leur handicap, dans la plupart des cas, et en fonction de leur classe sociale, par se retrouver dans le prolétariat de par leur handicap, en fait. C'est juste que le prolétariat, pour moi, ça compte aussi les gens sans emploi. Un chômeur ou un mec au RSA, c'est un travailleur privé d'emploi. C'est un travailleur quand même. Et les personnes handicapées aussi, en fait, sont souvent davantage des travailleurs que des possédants. Et en fait, souvent, leur handicap renforce
leur appartenance du coup à une classe exploitée. Par contre, tu peux pas dire que genre les handicapés sont exploités par les personnes valides. C'est pour ça qu'on n'est pas exactement dans une dimension de la lutte des classes de la même façon que je définis le truc autour du genre et le truc autour de la race sociale. Je vais plutôt le définir par rapport justement à ce concept de classe sociale. En fait, c'est parce que quand tu reviens sur la définition de prolo-bourgeois, donc travailleur possédant, la vérité c'est que c'est un peu trop simpliste quoi. Même Marx à la fin, pour analyser lui sa situation de son époque à lui, il avait défini plein de classes intermédiaires. Je crois qu'il y a genre 5 ou 6 classes sociales différentes à la fin dans l'analyse que Marx avait de sa propre société à son époque à lui, tu vois. Et juste nous, on peut avoir une autre définition avec d'autres classes intermédiaires. Et je pense que du coup, les questions autour du validisme sont plutôt articulées autour de ces questions de classe sociale. Parce qu'en fait, au final, ton handicap t'impose surtout une position dans le rapport de production. Tu vas être catégorisé comme, en fonction de ton handicap, plus ou moins improductif. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est plus un rapport qui va être autour de la lutte des classes, on va dire traditionnelle. Mais oui, par contre, effectivement, genre, si tu veux arrêter de souffrir du validisme, a priori, le validisme naît justement de la pensée productiviste de la société, où on mesure la valeur d'un individu à sa capacité à être productif. Donc c'est un peu différent encore. Mais pour moi, ça rentre complètement dans la convergence des luttes. Les luttes anti-validistes, vu que c'est des luttes qui sont autour de la question du rapport de production, c'est évidemment des luttes marxistes. Bref, désolé, j'ai pas réussi à suivre la discussion qu'il y avait dans le chat. C'est bon, c'est bien, c'est assez clair maintenant. Intersectionnalité, convergence des luttes. Je suis handicapé, autiste et racisé entre autres, donc je suis dans l'intersectionnalité de plusieurs oppressions. Imaginons qu'une personne soit uniquement handicapée et que ce soit ta lutte personnelle, soit autour de l'antivalidisme. Si tu fais converger ta lutte, que tu viens vers une lutte antiraciste, et tu fais de la convergence des luttes. Ouais, en vrai, oui, ouais, c'est ça. Genre, il y a aussi ce truc par contre, l'intersectionnalité fonctionne quand même, quoi. Genre, une personne qui est handicapée et noire va pas connaître le même validisme qu'une personne qui est handicapée et blanche. Qui va pas non plus connaître le même validisme qu'une personne qui est handicapée et meuf. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, tu vois. Mais pareil, toujours les feuilles, l'arbre, la racine, tout ça. Pour moi, tout ça s'articule autour de la question de la production et de ta position dans le rapport de production. Et donc, pour moi, les luttes validistes sont, on va dire, c'est un peu des sous-luttes de la lutte des classes traditionnelle. Un peu comme la lutte pour les droits des personnes gays, des personnes queer en général, est un peu une sous-lutte de la lutte féministe. Et en même temps, les deux sont inclus l'une dans l'autre. C'est-à-dire que, genre, on aura tendance à dire, moi c'est un peu la take que j'ai déjà racontée, mais on aura tendance à dire que, genre, t'as la lutte féministe, et ensuite t'as, genre, la lutte queer, et que les deux, genre, s'entrecroisent. Non, moi je dis que c'est la même chose. C'est une égalité. C'est juste que ça va pas prendre précisément le même point de départ sur les oppressions qui sont vécues, etc. et tout. Mais jusqu'à preuve du contraire, l'homophobie, ça consiste principalement à féminiser des gens. Hein. Une insulte homophobe sur un mec gay, ça consiste en général à le féminiser. Et en fait, tout le problème autour des questions de genre vient de l'oppression des femmes à la base. Donc en fait, c'est la même lutte. Et pourtant, c'est pas les mêmes collectifs militants, c'est pas les mêmes forcément derrière, on va dire, racines historiques, etc. et tout, mais à la fin, on se rejoint quand même. Et pour moi, ouais, la lutte, typiquement, par exemple, gay, c'est pas une classe sociale, mais ça tombe dans le féminisme. Vous voyez ce que je veux dire? Tout comme, du coup, pour moi, genre, être handicapé, ça fait partie justement d'une oppression que tu vas vivre, mais qui est plutôt issue à la base de la distinction entre, du coup, les possédants et les travailleurs. Du coup, les TERF se battent contre ce pourquoi elles luttent exactement. Et c'est là que tu vois tout le paradoxe des TERF. C'est qu'en fait, à la fin, lorsque t'es une meuf transphobe, ta lutte contre les meufs transphobes finit par enlever des droits à toutes les femmes, littéralement. Genre vraiment littéralement. Enfin, tu te retrouves avec des meufs qui vont finir par te dire que ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est mettre des contrôles sexuels devant les chiottes. Et tout le monde y perd. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une meuf qui va devoir se faire fouiller pour être sûr qu'elle a pas de zizi avant d'entrer dans les chiottes. Enfin, tout le monde y perd. Hein. À la fin, c'est toutes les femmes qui augmentent leur niveau d'oppression grâce à elle. Enfin, pareil, tu regardes du coup aux États-Unis.
où ils ont vrillé vraiment très transphobes. Et bah du coup maintenant, il y a des meufs cis qui se font agresser, par exemple aux chiottes, parce que elles ont une grande pointure de pied. Genre, il y a une meuf, elle est en train de se changer, tu vois, dans une cabine d'essayage. Il y a une autre nana qui se rend compte qu'elle a des grands petons, quoi. Ça part en agression, tu vois, parce que soupçon de c'est une meuf trans. Donc en fait, de mettre le soupçon sur toutes les femmes que potentiellement elles sont trans, je vous jure que ça va pas les aider. Promis, hein. Enfin... Puis pareil, genre au final, vous voyez même que, genre typiquement Stern et Moutot, de par leur transphobie, elles ont même fini par se définir non plus comme féministes, mais comme femélistes. Donc elles ont décidé de revenir sur genre l'état biologique des meufs, en mode voilà, c'est la biologie. En fait, une femme, c'est biologique. Voilà, c'est genre vraiment aller contre toute l'histoire du féminisme de faire ça. Donc oui, les meufs anti-trans sont transphobes, luttent contre le féminisme malgré tout, bien sûr. Ouais, elles sont littéralement revenues à femme égale vagin. C'est même pire que ça, hein. Les féministes, elles sont revenues à femme égale doit faire des enfants. C'est-à-dire que... et tu vois que la vision femme égale doit faire des enfants, c'est une vision qui est liée à l'exploitation capitaliste. C'est-à-dire qu'une femme, elle est censée reproduire la force de travail dans un rapport de production. Et elle est censée aussi reproduire la force de travail de son mari au passage. En lui faisant à bouffer, en étant sa psy, en s'occupant de tout, le ménage, tout ça, etc. Et vous voyez que, du coup, c'est la même putain de racine. Parce que, du coup, on va être sexiste avec les meufs parce que ça doit être des pondeuses. Et ensuite, on va être sexiste avec des meufs trans parce qu'elles peuvent pas pondre de gosses. Et du coup, c'est pas des vraies femmes. Vous voyez à quel point tout ça s'articule, en fait, de baiser pour justifier une exploitation et pour faire fonctionner le capitalisme. Et c'est pour ça que je vous dis que la lutte pour les droits LGBT et la lutte féministe, c'est la même lutte. C'est la même lutte. L'origine du truc, c'est justement la hiérarchisation entre les femmes et les hommes. Allez, intersectionnalité, ça a bien pris 20 minutes là. C'était bien compliqué de tout démêler là. C'est bien clair pour tout le monde maintenant, les oppressions, comment je vois les choses, les classes sociales, tout ça. La métamarxiste actuelle. Enfin, je crois. Alors, que le SEA fonctionne. Attends, je t'en fais un moi. Alors, du coup. On en était à... il nous reste, du coup, aliénation, libéralisme, petit bourgeois, zététique, radicoul et pipou. Putain, on a bientôt fini. Et merci le Asif pour le sub. Merci beaucoup pour le sub. Allez, c'est sportif. C'est sportif. Les gens, il va falloir qu'on y arrive. Alors... Commençons par le plus chiant, aliénation. Ça veut dire quoi? Aliénation, alors, pourquoi est-ce que je l'ai mis là, etc. et tout? Parce que moi, je pense que c'est un peu un terme qu'il faudrait réhabiliter. Je trouve qu'on ne parle plus assez d'aliénation aujourd'hui. En tout cas. Genre, autant il y a des termes, je vous ai dit, j'en veux plus trop. Genre, moi, par exemple, bon, le progressisme, c'est pas trop ma came. Mais... l'aliénation, c'est quand même un truc très réel. Et alors, qu'est-ce que l'aliénation? Écoutez, je pense que des marxistes un peu orthodoxes, etc., me tomberaient dessus parce que ma définition sera peut-être pas assez précise. Mais concrètement, on va dire que c'est l'état de docilité dans lequel vous met le capitalisme. C'est devenir un peu étranger à soi-même à la base, c'est ça que ça veut dire, mais d'un point de vue vraiment marxiste, c'est ça surtout, tu vois. C'est vraiment le fait que tu finis même par lutter contre tes intérêts à la fin, quand t'es aliéné, tu vois. Genre l'aliénation, c'est... Oui, après, c'est pas que le capitalisme. Oui, tu peux être aliéné par autre chose, effectivement. Mais là, on parle plutôt d'aliénation... Après, tu me diras, en soi, on peut parler d'aliénation aussi dans un contexte féministe, du coup... Un peu la contrainte qui nous enferme, c'est une forme d'enfermement. C'est un peu ça, quoi. C'est un peu ce truc où, genre, le capitalisme, de par la façon dont c'est structuré, va faire en sorte de faire de vous, au mieux, tu vois, un chien de garde du capitalisme, quelqu'un qui est tellement aliéné par son taf que, du coup, tu finis par défendre de façon un peu, même parfois un peu superficielle, gaze, ton taf, tu vois. Et ça peut aller jusqu'à, du coup, au mieux, du coup, à la fin, t'es juste un zombie, quoi. C'est arrivé à un stade où tu es dépossédé même de ta personne, de ton identité dans la société de façon presque hypnotique. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Genre, l'aliénation, c'est aussi un peu le désespoir. C'est un peu le fait que tu perds l'idée que les choses puissent changer un jour. Genre, vraiment, la gauche, c'est vraiment penser qu'un autre monde est possible. L'aliénation, c'est typiquement la merde
qui va vous faire croire que non. C'est ce truc-là, tu vois. Une addiction peut être une aliénation. Dans le capitalisme, c'est le travail. Être obligé de travailler, être productif, c'est juste. Après, moi, là, je parle vraiment de l'aliénation capitalistique, les gens. Genre, j'ai pas précisé derrière, mais c'est de ça dont je parle plutôt. Sinon, c'est peut-être un peu vaste. Je sais pas si c'est un terme de la gauche, sinon c'est un terme général de l'aliénation, quoi. C'est il n'y a pas d'alternative. Bah, c'est un peu ça. Après, moi, je trouve que, justement, genre, dans les phrases un peu importantes de l'histoire qui ont marqué les esprits, genre, there is no alternative. Il n'y a pas d'alternative et un autre monde est possible. C'est vraiment les deux énergies qui s'opposent, tu vois, mais parfaitement, quoi. Enfin, et en même temps, c'est ça, je suis d'accord que c'est un peu ça l'aliénation, quoi. C'est un peu ce truc de... tu finis par perdre ton agentivité et tu penses que... en fait, l'aliénation, c'est vraiment ce moment où tu subis. Tu fais que subir. Tu subis ton taf, tu subis la société, tu subis, quoi. Ça te met dans un état où tu peux que subir. Et donc moi, je suis vraiment pour qu'on en parle plus. Je suis vraiment pour qu'on parle davantage d'aliénation. Je pense que c'est vraiment un terme à remettre en place. Et genre, typiquement, tu vois, plutôt que de parler de bullshit job, voilà, moi, j'ai une alternative. Genre, bullshit job, c'est un terme qui veut un peu rien dire. En fonction de à qui tu parles, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Souvent, c'est de la pensée un peu, ça, politiquement parlant, ça pas non plus une énorme dinguerie, alors que l'aliénation, c'est beaucoup plus clair, genre. Et ça touche plus largement, quoi. Les gens qui ont un bullshit job, ils sont évidemment aliénés, mais c'est pas les seuls, tu vois. Tu peux parler plus largement, en fait, de ce que nous fait le travail, en fait. Hop. Est-ce qu'on a fait le tour du concept d'aliénation? Est-ce que quelqu'un a envie de rajouter quelque chose? Après, en psychiatrie, le terme est full validiste. Ah, mais complètement, hein. Les aliénés en psychiatrie, mais c'est pour ça que je vous parle de l'aliénation plutôt capitaliste que l'aliénation en tant que concept même médical et tout, parce que ça me gave en tant que concept médical. Oui, genre travailler en caisse, c'est pas un bullshit job, mais c'est une aliénation. Bah, de malade, hein. Mais de malade. Genre, je sais pas ce qui est le plus aliénant entre travailler en caisse et travailler en caisse automatique, mais les deux sont abominables, tu vois. Et du coup, ouais, moi, je suis vraiment pour qu'on reparle d'aliénation. Ça parle à plus de gens, ça a plus de sens. Enfin, c'est un concept vraiment solide aussi, tu vois. Bref. L'aliénation, c'est fait... Alors, bon, toujours dans les termes qui énervent. Ah, ça, c'est un terme qui énerve. Ah ouais. Ah, ça énerve. C'est très énervant, ça. Ça, c'est vraiment un terme que les gens, ils aiment pas. Petit bourgeois, là. Hein? Ça sonne comme une insulte, hein? C'est pas pour rien. Bah... Ah oui, ça énerve petit bourgeois. En fait, le problème de petit bourgeois, c'est qu'à la base, il y a une définition très claire de ce qu'est un petit bourgeois. Hein. Une place dans un rapport de production, quoi. C'est-à-dire, c'est genre quand t'as une petite exploitation dans laquelle tu t'exploites toi-même. C'est un peu ça, quoi, être petit bourgeois, tu vois. C'est genre un mec qui tient un tabac, et c'est son tabac, et il fait bosser des gens dedans, mais lui aussi travaille dedans. Et bah, c'est un petit bourgeois, quoi. C'est pas quelqu'un qui peut parfaitement s'extraire du rapport du travail. Il a pas un rapport capital-travail suffisant pour pouvoir, genre, ne vivre que de son capital, mais il a quand même, du coup, un truc capitaliste, tu vois. Auto-entrepreneur, bah, je sais pas, ils font travailler qui, les auto-entrepreneurs? Ça dépend, hein. C'est pas si clair, genre. C'est pas si clair. Et c'est un peu un terme qui est compliqué, quoi. Parce que moi, j'entends beaucoup de gens... Enfin, c'est une insulte qui sort un peu facilement à gauche. Et je vois dans le chat quelqu'un qui l'a dit, et ça m'étonne absolument pas, et ça aurait même pu être un de mes exemples. J'ai déjà entendu quelqu'un dire que les TDS sont des petites bourgeoises. Parce que, du coup, elles sont pas salariées. Parce qu'en fait, parfois, j'ai l'impression que dans la tête des gens, genre, pas être salarié égale petit bourgeois, quoi. Trop bizarre, en fait. Et l'enfer. Non, mais je t'ai dit, moi, à l'époque où, moi, même à l'époque où je faisais toutes mes miniatures moi-même, tout mon montage moi-même, toutes mes vidéos moi-même, je faisais littéralement tout Tromblantacide toute seule avant que Lou me rejoigne, je me faisais traiter de petite bourgeoise. Je suis désolé, mais pour moi, petit bourgeois, c'est pas forcément un terme qui a à bannir. Il faut juste être conscient de ça veut dire quoi, bourgeois? Bourgeois, ça veut dire que tu vis du travail des autres et que tu vis de l'exploitation. Alors, un petit bourgeois ne peut pas vivre que de l'exploitation, c'est a priori pour ça que c'est un petit bourgeois. Il n'empêche que c'est avant tout ce truc d'exploitation. Et quand vous parlez d'une TDS, qui est-ce qu'elle fait bosser, tu vois? Genre, tu possèdes les moyens de production plutôt, non? Bah oui, mais posséder les moyens de production et exploiter les gens, c'est la même chose, les gens. C'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Tu possèdes les moyens de production, ça veut dire que genre les gens travaillent pour toi dans ton moyen de production que tu possèdes. Ça veut dire pareil. En vrai, ça a l'air d'être un facho zizicoptère, mais TDS Turbo Diesel Sport, ça me fait un peu rire.
Enfin, je sais pas si c'est un facho. En vrai, c'est juste qu'il arrive en même temps que d'autres fachos, mais ça se trouve, c'est pas du tout un facho. On est tous bourgeois. Dès que tu vas dans un commerce à bas prix, tu en es une. Mais non. Encore une fois, non. Non. What the fuck, je suis pas un facho. Désolé, c'est juste que t'arrives en même temps que d'autres fachos. J'ai cru que c'était avec le gang qui venait m'agresser. Désolé, pardon. Désolé, Zizi Copter. Donc non, en fait, on n'est pas tous bourgeois. Hein. Bourgeois, c'est un rapport. C'est pas un rapport à la consommation. Ça, c'est un truc que les gens ont du mal à capter. Parce que bourgeois, ce n'est pas un rapport à la consommation. Genre, c'est pas parce que tu consommes d'une certaine façon, que t'es bourgeois. Bourgeois, c'est un rapport à l'exploitation, quoi. Enfin, ça me semble assez clair. C'est-à-dire que... voilà. Après, genre, la vraie question maintenant, où on va rentrer dans... les bobos sont pas forcément des petits bourgeois. C'est pas parce que tu consommes comme un bobo que t'es un petit bourgeois. Genre là, vous faites de la confusion juste parce que ça vous fait kiffer, quoi. Et la vraie question maintenant, par exemple, c'est... Et là, c'est là où il y a vraiment des marxistes qui peuvent se battre en duel pendant des heures. Est-ce qu'on compte le capital culturel? C'est pas non plus un rapport à la richesse, hein. C'est vraiment un rapport de production. C'est vraiment un rapport dans la production. On a trop utilisé petit bourgeois mental comme une insulte, mais on a tout perdu sur... Oui, on a complètement perdu, mais c'est ça que je clarifie. Pour moi, ça veut dire quoi, petit bourgeois? Oh non, pitié, pas le capital culturel. Ouais, vous voyez, il y a le capital culturel, c'est un peu... C'est vraiment le... Genre, est-ce que c'est un terme qu'on garde ou pas? C'est vraiment un gros débat. C'est vraiment un gros débat. Moi, j'ai tendance à dire que oui. Parce que un médecin, en fonction du médecin, tu vois... non, un médecin, c'est un mauvais exemple, parce que les médecins s'organisent de façon libérale. J'aurais pu prendre un exemple de médecin d'hôpital, par exemple, mais c'est encore autre chose. Moi, par exemple, tu vois, genre... Je pense que oui, tu vois, quelqu'un qui a, comme moi ou comme plein d'autres gens, un diplôme de hautes études, capital culturel en soi aussi, tu vois. Ça fait partie du truc, tu peux le rentabiliser, ça fait partie de tes... Est-ce que c'est un moyen de production? C'est là que c'est compliqué, tu vois. Petit bourgeois égale bourgeois de consommation, gros bourgeois égale bourgeois de production. Non. Dès qu'on utilise un terme comme une insulte, il perd de son sens symbolique. C'est un peu vrai, en même temps, pourquoi pas, tu vois. Genre, profème a perdu un peu de son sens, mais le nouveau sens de profème est pas non plus complètement con. Et ton diplôme t'exploite pas. Bah ouais, c'est là que vous voyez, je vous l'ai dit, c'est compliqué. C'est compliqué en ce moment, chez les marxistes, cette histoire de capital culturel. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est un peu réel, tu vois. Genre, quand j'essaie de comprendre un peu la société, j'ai l'impression que c'est un peu réel. Et en même temps, c'est vrai que quand j'en parle du point de vue de l'exploitation et tout, ça marche pas. Donc peut-être qu'il y a une contradiction à résoudre pour de cette histoire. Tu domines, t'as des privilèges. Et c'est pour ça que le graphique est bien. Je veux dire, je suis désolé de faire la bandeuse de pas du team ou ce que vous voulez ou je sais pas quoi. C'est là où le graphique est bien. Genre, le graphique permet à la fois, du coup, de mettre ton niveau de diplôme, ou bah, plus t'as un grand niveau de diplôme, plus t'es dans les gens qui, sont des décideurs. Ça te va, les décideurs? Et ensuite, de gauche à droite, t'as ton rapport travail de capital. Et du coup, c'est deux plutôt bons axes, je trouve. Moi, je trouve que c'est vraiment des bons axes. C'est vraiment des bons axes pour analyser la situation. Parce que du coup, en fait, peut-être que il faut remplacer le concept de capital culturel par autre chose. Trouver un truc qui permette de... Parce qu'en soi, moi, je vois aussi la take de ton capital culturel. Tu peux le faire travailler pour toi, quelque part, tu vois. En vrai, la bourgeoisie culturelle, c'est un camouflage, ça aide un peu plus à survivre, mais sur les uns, tu fais... Alors attention, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie culturelle, ça n'a rien à voir. Genre, ça c'est pareil. C'est vrai que c'est un truc, c'est une immense dinguerie que tout le monde confonde ça. Genre, les petits bourgeois, ça peut parler, encore une fois, des gens qui possèdent des tabacs. Genre, un mec qui possède un tabac, c'est un petit bourgeois. Mais ça n'a rien à voir avec la bourgeoisie culturelle, hein. Comment tu fais travailler ton capital culturel pour toi? Bah, c'est là où c'est compliqué, ouais. C'est qu'au final, t'es obligé de travailler. Mais c'est là où, justement, encore une fois, un petit bourgeois, c'est quelqu'un qui exploite et s'auto-exploite. Donc, en fait, à travers le capital culturel, il y a aussi cette notion de s'exploiter soi-même, mais c'est compliqué. Moi, j'avoue, c'est pas les... J'ai pas de bonne réponse encore. C'est pas de bourgeoisie culturelle. Moi, je parle de... Je sais pas dans le chat, mais moi, je parle de petite bourgeoisie. Après, peut-être que je me suis planté de terme. Un artiste peut être un petit bourgeois. Il possède quoi comme moyen de production, un artiste? Ça dépend, tu vois. Genre, juste artiste, c'est peut-être pas une... Genre, il y a peut-être des artistes prolos, il y a peut-être des artistes petits bourgeois, il y a peut-être même des artistes qui sont des grands bourgeois, figure-toi. C'est compliqué, en fait. Genre, c'est comme les journalistes, hein. Il y a des journalistes qui possèdent leurs médias, et il y a des journalistes qui sont pigistes. Après, mettre un psychiatre, c'est pas pareil, ouais, parce que ils s'organisent de façon vraiment libérale, pour le coup. Ils ont leur petit cabinet de petits patrons et tout, tu vois. Vous voyez que c'est un gros débat? Vous voyez que personne n'a réussi à être d'accord là dans le chat. Gros débat, hein, pour le coup. Du coup, petit bourgeois. Alors du coup, est-ce que je définis bourgeoisie culturelle? La bourgeoisie culturelle, c'est les vendeurs de BD,
C'est Yann Barthès. C'est bon, ça vous va comme définition ou faut que j'élabore? En fait, le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que bourgeoisie culturelle, c'est un peu une fraude. Genre, moi, j'ai l'impression que bourgeoisie culturelle, c'est un peu un terme qui sert à désigner des travailleurs qui sont pas forcément des bourgeois et de dire que c'est des bourgeois parce qu'ils vivent en ville, qui sont un peu citadins, qui sont un peu tarlouses, qui sont un peu ce que tu veux, tu vois. Et du coup, c'est un peu à ça que ça sert. Concrètement, bourgeoisie culturelle, moi, c'est plus un terme que je vois comme un moyen de décrédibiliser des luttes à gauche qu'à proprement parler, tu vois. Quand tu parles de la bourgeoisie culturelle, est-ce que tu parles... Parce que bourgeoisie culturelle, ça devrait vouloir dire littéralement les gens qui possèdent les moyens de production culturelle. Mais c'est pas de ça dont on parle, hein. Dans la tête de plein de gauchistes, un intermittent du spectacle, il est bourgeoisie culturelle. Donc en fait, non, le terme a jamais désigné ce qu'il est censé définir. C'est plus un... C'est pas genre... pour moi, je pense pas que la bourgeoisie culturelle, ça soit proprement parler à la bourgeoisie quand on entend parler dans la bouche des gauchistes. Hein. Moi, je trouve que c'est un terme un peu... c'est un terme un peu de merde, hein. Genre vraiment, enfin, bourgeoisie culturelle, je sais pas à quoi est-ce que... Enfin, il y a une bourgeoisie culturelle, mais c'est pas d'elle dont on parle quand on en parle. Genre, nous, on préfère parler genre de basiquement n'importe qui bosse dans la culture. Voilà. N'importe qui bosse dans la culture, c'est la bourgeoisie culturelle. C'est bon, ça vous va? En fonction de qui parle, voilà, mais bon, pour moi, c'est vraiment Yann Barthès. Si je devais donner une définition, Yann Barthès. Alors là, on arrive sur le triptyque que vous attendiez tous. Hein. Ah, ça, vous l'attendiez tous. Il reste 3 mots. Il est 12h30 du mat, à l'aide. Je vais jamais m'en sortir. C'est infini, le dictionnaire. Alors, commençons par la zététique. Et non, Pipou et Radicool, c'est pas du tout pareil. Commençons par la zététique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la zététique? Oh là 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 là. Alors, actually, la zététique, c'est avant tout l'art du doute et l'art de la rhétorique et l'art de... En gros, c'est un système qui sert à avoir toujours raison. Les zététiciens, c'est des gens qui pensent que c'est vraiment de la pensée purement idéaliste. Ouais, ça. Zététique égale actually. Genre, c'est vraiment des gens qui vont vous dire qu'en fait, le monde est dominé par des idées et que, en fait, il faut réussir à être le plus convaincant possible et que, genre, c'est en étant le plus convaincant possible qu'on va réussir à faire avancer tel truc, tu vois. En même temps, ça se revendique comme étant un truc qui, justement, l'art du doute. Alors, historiquement, la zététique, qu'est-ce que ça a donné ? Parce que du coup, ça a été un vrai mouvement. On a eu plein de petits youtubeurs, zététiciens pendant un temps qui ont parlé de ces trucs-là, etc. Qui vraiment étaient vraiment orientés autour des questions du coup genre de rhétorique en mode et du coup c'est de là que viennent tous les termes que vous avez peut-être déjà entendus en mode actually tu fais un homme de paille. En fait d'après le rasoir d'Occam, en fait actually c'est une attaque ad personam. Bah oui, t'es une grosse merde. Je te dis que t'es une grosse merde. Ça attaque ad personam. C'est quoi ton problème? Voilà. Là, voilà. Là, on vient de voir un peu c'est quoi le problème que j'ai avec la zététique. Comprenez? C'est que genre, à la minute, tu insultes le mec en face. Genre, il te dit, ah bah non, en fait, Insta, d'un point de vue rhétorique, tu attaques ad personam. Bah oui, bah t'es une grosse merde, tu me respectes pas, je t'insulte, écoute, voilà. En fait, c'est vraiment mettre, du coup, le discours et le débat au-dessus de tout le reste et en faire vraiment l'alpha et l'oméga de la politique. Et vous voyez qu'en fait, c'est complètement dépolitisant, hein, comme façon de faire. C'est de penser que, voilà, il y a que des idées qui flottent et que les gens sont plus ou moins convaincants et que plus un truc est convaincant, et bah plus, du coup, en fait, ça va avoir un impact sur le réel. Mais alors, du coup, qu'est-ce que ça a donné historiquement ? Historiquement, les zététiciens, ils étaient pas si proches que ça de la politique, pour être parfaitement honnête. Genre, à la base de la base, en France en tout cas, les zététiciens, c'était surtout des gens qui débunkaient les théories du complot, les pseudosciences et la religion. Voilà, pourquoi pas, hein. C'est-à-dire que, genre, autant les deux premiers, pourquoi pas, autant l'intérêt d'aller casser les couilles à tout le monde pour leur faire comprendre que Dieu n'existe pas parce que toi, t'es en mode genre Dieu n'existe pas, bon, ça casse un peu les couilles. Vous pouvez aussi assez rapidement voir la dérive raciste, en mode, bah, la dérive islamophobe, hein, assez radical, qui arrive quand même assez vite. Et donc, en fait, à la base, ils étaient dans leur petit coin, en train de dire du mal, du documentaire sur les pyramides,
du documentaire sur les ovnis, de ce genre de machin, de ce genre... Ah oui, c'est très sexiste, hein, parce que quand tu mets tout sur un pied, quand tu mets le débat, quand tu mets la rhétorique en mode c'est le truc ultime, tu vas vite atteindre des limites en termes de validisme, en termes de féminisme. Tu sais, bizarrement, tu vois, genre les mecs qui hurlent ont plus souvent raison. Enfin bref. Je viens de sortir du visionnage du débat entre prêtre et Assermendax au crayon. C'était terrible, je savais pas à quoi m'attendre et c'était ça. Bah voilà. Et oui, parce qu'en fait, progressivement, les zététiciens se sont politisés. Et alors du coup, des gens qui prétendent être dans l'art du doute, qui prétendent être même carrément, genre quasiment scientistes. En mode genre, ils réfutent Dieu avec la science. Pour eux, la science, c'est sacré, tu vois. Genre, c'est vraiment genre, c'est la science. Genre, c'est le savoir. C'est le savoir le plus ultime. Alors, par contre, les sciences sociales, ça les intéresse moyen. Je sais pas pourquoi. Alors, bizarrement, genre, ils sont quand même à 90% anti-wokistes. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les zététiciens, c'est des gens qui se donnent le vernis de la science, mais c'est pas des scientifiques. Ça se voit. Genre, moi j'ai fait des études scientifiques, je connais des scientifiques, je vois que c'est pas des scientifiques. C'est pas des scientifiques, c'est des gens qui se servent des trucs de science comme des genres d'arguments d'autorité un peu bizarres et qui justifient tout en donnant un vernis de science, mais qui n'écoutent pas les sciences molles, quoi. Genre, allez parler de la théorie du genre avec un zététicien, vous allez être surpris de à quel point leur confiance en la science, finalement, est assez vacillante, on va dire. Sermendax, docteur en biologie, oui, bon, il doit y avoir des exceptions, hein, comme partout, tu vois. Et je veux dire, quand ça fait 20 ans que tu fais de la zététique, est-ce que... Et pareil, qu'est-ce qu'un docteur en... Mais pareil, tu vois, c'est aussi ça. Moi, je pense que les zététiciens, c'est aussi beaucoup des gens qui sont issus des sciences dures et qui ont un mépris pour les sciences molles. Et qui, du coup, ont inventé leur propre science molle bizarre, qui est la zététique. Parce que, voilà, genre par exemple, pourquoi est-ce qu'Assermendax il est anti-wok? Bah, maintenant que tu me dis que c'est un médecin biologiste, enfin que c'est un scientifique dans la biologie, je suis en mode oui, bon. Quelle surprise qu'un mec qui est matrixé par les hormones et les organes génitaux soit un peu transphobe. Et donc les zététiciens, tout ça pour dire que c'est une immense fraude. Genre, vraiment, je pense que on peut le dire, la zététique est une immense fraude. Genre, oui, non, Assermendax, c'est loin d'être le pire. Mais moi, je pense que c'est parce que son ancien collègue, il est un peu Loki cuir, en vrai, l'autre gars de la tronche en biais, là. Enfin, l'autre personne, du coup, je pense. Ah oui, un autre truc avec les zététiciens, c'est que c'est des gens très premier degré. C'est que c'est des gens très, très, très premier degré. Ils sont pas très fun. Je peux pas trop rigoler avec eux. Ils sont tous les deux. Je sais pas. C'est fait outer à l'époque. Ouais, non, mais oui. Non, après, moi, je suis passé par une phase de zététique, hein, et les gens, avec mes études de prépa, école d'ingénieur et tout derrière, évidemment que moi, à une époque, j'étais un peu vulnérable à me laisser convaincre par la zététique, hein. Bien sûr. C'est pas pour rien que je me rappelle encore bien de tous les termes, hein. Mais bon, faut passer à autre chose au bout d'un moment. Faut vraiment passer à autre chose. Enfin... Ah oui, j'ai oublié le mot magique. C'est que du coup, les zététiciens se revendiquent comme étant des sceptiques. C'est vraiment des sceptiques. C'est ce que j'ai dit, c'est le doute, quoi, l'art du doute. Bon, par contre, quand il faut remettre en question d'où Assermendax est transphobe et anti-woke... Non, mais pas Assermendax, je pensais pas à Assermendax. Genre, c'est juste que les gens parlaient d'Assermendax dans le chat, du coup j'ai fait un amalgame cringe, mais non. Assermendax, il a déjà été anti-woke, ça c'est réel. Il a déjà dit dans des vidéos qu'il était pas woke et qu'il était contre le mouvement woke, ça c'est réel. Mais il est plus confus qu'autre chose. On a des beaucoup plus gros fachos anti-woke chez les zététiciens que Assermendax et la tronche en biais, ça c'est réel. Hein. Genre Astronogeek, techniquement parlant, je crois que c'est un Z. Hein. C'est un Z. Hein. Bon, les zététiciens, ils doutent de tout, sauf d'eux-mêmes. En général, ça c'est quand même assez réel. Hein. Ils doutent de tout sauf de la zététique. Ça, c'est aussi assez réel. Et puis, ils doutent de tout sauf des... genre du genre. Ouais. Ouais, on a les Z qui sont proches de l'extrême droite. On a vraiment beaucoup, tu vois. Non, c'est surtout les individus. Les assos, c'est plutôt le contraire. Nanana. Ils doutent peu d'eux-mêmes. Bah, c'est peu, ouais. Enfin, moi, de ce que j'en ai vu, en tout cas. Alors, et la vérité, c'est qu'on a des Z à gauche. Oui. On en a quand même. Ils se font appeler les M et ils seront plus bas dans l'iceberg. Ils sont beaucoup trop dégénérés. Voilà, c'est beaucoup trop des dégénérés. Je pense qu'ils vont au moins là, tu vois. Les M, ils vont au moins là. C'est des gros dégènes. Je parlais de Blue Sky, de Pipou Blue Sky. Non, plein dedans. C'est comme les Z de droite, mais ils s'en rendent pas compte. Ah non, mais les M, c'est une immense folie, quoi. Et donc voilà, la zététique. En vrai, il faudrait faire toute une vidéo complète sur la zététique pour revenir sur
tous ces trucs-là, tu vois. Zem, c'est un regard de quelque chose, aucune idée. Je me suis pas encore assez informé sur eux. Mais donc voilà, la zététique, c'est voilà, c'est des gens. Et en fait, ce qui est marrant avec les zététiciens, c'est que tu les reconnais quand ils parlent. Ils utilisent tout le temps les mêmes mots, ils utilisent tout le temps les mêmes arguments, la même façon de parler, tu vois. Et alors, c'est marrant parce qu'un mec qui n'est pas un zem, qui n'est pas non plus un zet, qui est un genre de gauchiste, mais qui est pas du tout basé, mais qui parle comme un zététicien, c'est Bad Mulch. Genre Bad Mulch, c'est pas un Z, trop con pour ça. Genre vraiment, il y a des moments, genre, t'es en mode genre, enfin, c'est un peu une catastrophe, tu vois. Genre, il faut voir, franchement, il faut voir Bad Mulch essayer de critiquer le graphique de chez Padus, c'est incroyable. Genre, il a pris, genre, l'analyse, vous savez, l'analyse par... je sais plus comment on appelle, vous savez qu'il permet de faire des diagrammes en 2D pour faire un mapping, etc. Ça s'appelle une analyse en composante, je sais pas quoi. C'est un truc qui est hyper utilisé en ce moment, en plus, par plein de statisticiens. Et effectivement, ça se base sur des données qualitatives. Bad Mulch, il a dit, c'est qualitatif, donc c'est pas de la science. Oh. Ouais, mais il l'a eu dans une pochette surprise, parce que c'est un ingénieur aussi, lui, non? On a le même diplôme, non? J'ai pas compris. Alors, en gros, la différence entre qualitatif et quantitatif, c'est deux trucs qui sont en opposition. Qualitatif, c'est par exemple, je vais donner une description à un truc, tu vois. Genre en mode, quand tu vas faire, par exemple, quand tu fais des sciences sociales, c'est très qualitatif. Genre par exemple, tu vas demander aux gens comment ils ont vécu tel truc, et ensuite tu vas regrouper toutes leurs opinions pour faire ensuite des gros machins, etc. Pour pouvoir dire, voilà, après avoir lu tel article, telle personne avait plutôt un discours plutôt raciste, telle personne, etc. Et que ça, c'est à l'opposé du coup de quantitatif. Quantitatif, c'est vraiment des statistiques qui sont des nombres. Zem, du coup, c'est Z, éthique, métacritique. Enfin, ok, super. Ça veut rien dire. C'est des Z qui critiquent la Z éthique, ça. Métacritique, c'est censé vouloir dire un peu ça, normalement. Qualitatif, il fait chaud. Quantitatif, il fait 30 degrés. Oui, voilà, c'est ça. Merci, Kaika. C'est ça. Et donc, du coup, pour Bad Mulch, si c'est qualitatif, c'est pas de la science. Donc, ouais, c'est même pas vraiment un Z, hein, parce que normalement, un Z, même lui, il sait quand même que, genre, c'est plus compliqué que ça, quoi. Parce que normalement, les éthiciens, ils s'y connaissent un minimum en méthode scientifique. Ils connaissent un peu quand même comment c'est censé marcher la méthode scientifique, en tout cas dans les sciences dures. Alors que là, ça a pas l'air hyper au point, quoi. Enfin, genre, quand t'arrives face à un concept statistique, que tu regardes la page Wikipédia et que tu lis le mot qualitatif et tu dis, bah, c'est de la merde à partir de là. Mais comment tu penses? Genre vraiment pas. Oh là là, oh putain, et c'est vraiment le stream de Troublant balance des balles à tout le monde, quoi. J'ai parlé mal de combien de personnes là depuis le début? J'ai dit du mal du fou allié, de Nathalie, de Bad Mulch, en fait c'est tout le temps les mêmes. Ils ont qu'à pas être aussi quoi. Bref. Bon, est-ce qu'on n'a pas fait le tour de la zététique? Est-ce qu'on leur a pas mis assez de balles? Est-ce que finalement c'est bon? Est-ce qu'on a d'autres trucs à arracher sur la zététique? À part qu'on aime bien se moquer d'eux. Pas bon. Je pense qu'en vrai, un jour, on fera un vrai contenu sur les zététiciens. Genre, je pense que ça peut être marrant de faire des cartes Pokédex et ce genre de conneries. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que c'est plus... En fait, je pense que c'est plus intéressant de regarder les zététiciens et c'est quoi leur parcours que directement de s'intéresser à la zététique. Honnêtement. Parce qu'en plus de ça, c'est des parcours un peu marrants, quoi. Alors, ça y est, c'est le moment où vous l'attendiez tous depuis le début. Je sais qu'il y a des gens qui ont attendu exprès le moment où on définit enfin Radicool et Pipou et où on dit enfin c'est quoi la différence entre les deux, quoi. Mais vraiment, enfin, let's go, enfin, on va clarifier un peu qu'est-ce que ça veut dire Pipou et qu'est-ce que ça veut dire Radicool. Il était temps. Ah, vraiment, ces petits poulets pour la fin. Alors du coup, qu'est-ce que c'est les définitions de ça? Alors, Radicool, ça veut dire bandeur de radicalité, de révolution. Et Pipou, ça veut juste dire que tu penses que la gauche, c'est le camp du bien. Allez, à plus.
Je déconne, on va parler plus longtemps. Alors. Pipou, du coup, pipou. Pipou, c'est vraiment littéralement ça pour moi. Un pipou, la définition centrale, c'est le camp du bien. Genre, c'est vraiment des gens qui pensent que la gauche, c'est le camp du bien. C'est qu'on est les gentils. En mode, c'est quelqu'un qui va du coup absolument chercher à... Alors, en fait, il y a aussi quelque chose de très libéral chez un pipou, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être matrixé du coup par les oppressions et par les différentes trucs de domination et qui du coup vont tout faire pour les minimiser au maximum, créer un safe space. Genre par exemple, voilà, vous vous rappelez quand on a critiqué le safe space, alors on a critiqué le concept de safe la dernière fois, on a critiqué le concept de safe space. Bah en fait, un safe space, basiquement, c'est construit par des pipous, quoi. C'est-à-dire que les pipous, c'est des gens qui pensent que sous le capitalisme, voilà, un espace sans violence est possible. C'est un peu compliqué. C'est ça, c'est une posture morale idéaliste. Quand je vous ai parlé des dérives libérales, c'est de ça dont je parlais en fait. Un pipou, c'est quelqu'un qui est matrixé par le concept dont je vous ai parlé tout à l'heure, le moralisme progressiste. C'est-à-dire que pour un pipou, en fait, vu que pour lui, il y a les gentils et les méchants, et qu'à gauche, bah en fait, on est les gentils, et du coup, il va classer les gens, tu vois, progressivement par rapport à quel point c'est des gentils et à quel point c'est pas des gentils. Et donc, du coup, bah, en fait, voilà, faut mériter, quoi. Faut mériter d'être gentil à gauche. Pipou et Redson, premier degré. Ah non, pas du tout. Ah non, mais non. Les pipous, ils détestent les maoïstes, ils détestent enfin, en fait, c'est ça que les gens confondent pipou et radicool. Mais la vérité, c'est que les pipous, ils sont anti-violence. Ça, c'est un gros, énorme différence entre les radicals et les pipous. Je suis désolé, c'est que les pipous sont contre la violence. C'est ce que je vous disais. Le lien entre pipou et safe space, il est hyper fort, quoi. Genre, pour un pipou, c'est outwalker. Bah, en fait, c'est des gens qui pensent outwalker, sauf que non. C'est plus compliqué que ça, tu vois. C'est des gens, ils pensent que c'est des gens, ils pensent en faisant une liste de toutes les fois où t'as été sexiste, de toutes les fois où t'as été un peu violent, en fait, ils sont plus woke que toi, tu vois. Enfin, c'est vraiment ça, un pipou, quoi. Bof, les pipous aiment aussi la violence, c'est juste qu'elle prend d'autres formes. Oui, moi, je te parle de la violence... Ah, putain, de la violence physique, quoi. Genre... C'est de la pureté militante. Mais là, ça, c'est le truc que partagent les radicals et les pipous, pour moi. Violence visible, je pense. C'est bien ça. C'est de la violence. Enfin, ils sont contre la violence visible. Et par contre, eux-mêmes vont faire de la violence hyper implicite en permanence, tu vois. Genre, les pipous, par exemple, c'est les rois du mépris de classe. Genre, un pipou, tu vois, c'est vraiment quelqu'un qui va te dire que, en fait, les prolos, faut les éduquer. Parce que, en fait, voilà, ils sont pas assez safe. Et qu'en fait, les prolos sont problématiques. Voilà, c'est ça un pipou, tu vois. Genre, pureté militante et signalement de vertu. En fait, la question de la pureté militante, c'est la raison pour laquelle on confond les radicals et on confond les pipous. C'est qu'en fait, c'est deux versions différentes de la pureté militante, quoi. Genre, t'en as une qui est plus basée sur la gentillesse et la douceur. Et le fait que il faut être gentil et pas méchant. Et en fait, à gauche, nous, on est le camp de la tolérance. Donc, en fait, il faut aussi tolérer, par exemple, les fachos. Et en fait, certes, mais c'est genre Marion Maréchal Le Pen est une femme, donc je suis en saut. Enfin, vous voyez le genre de conneries sur lesquelles on se dirige. Enfin, les pipous, ils vont être pureté militante sur genre vraiment plutôt la side de faut être gentil, quoi. Faut être le camp de la tolérance. Mais c'est vraiment, pour moi, pipou, c'est vraiment des gens qui sont convaincus, premier degré, que la gauche, c'est le camp du bien. Pour moi, c'est vraiment la meilleure définition de pipou, quoi. C'est que c'est des gens, ils pensent on fait le bien parce qu'on est les gentils, quoi. Surtout le camp de la non-violence, c'est pas compliqué avec la violence pour défendre les plus vulnérables. Bah exactement. Et puis pipou, c'est vraiment ça. Pipou, c'est vraiment le camp de la non-violence. Mais bon, vous savez que la non-violence, en fait, c'est pas l'absence de violence. C'est une forme politique qui est hyper bourgeoise et pas très efficace. Moi, je suis cynique sans ton cynique. Non, il n'y a pas cynique. C'est un terme de base, cynique. C'est des bébés en politique, ça connaît rien. Souvent, c'est plutôt des primo-militants, les pipous, ouais. Ça veut pas forcément dire qu'ils sont jeunes. Il y a des gens, ils peuvent rentrer à 35 ans dans le militantisme et être très pipou, tu vois. Et c'est aussi des gens qui sont plats de bons sentiments. Tu vois. Genre, c'est vraiment des gens qui sont remplis de bons sentiments, qui sont là, enfin, ils sont vraiment là pour faire les bonnes choses, etc. et tout. Mais bon, bah, dans les faits,
Donc moi, c'est comme ça que je définirais les pipous, quoi. C'est des gens qui sont en mode, c'est des gentils, quoi. Enfin, genre, bah typiquement, mon personnage, Douceur Sucrée, c'est pas une radicool. Si vous connaissez un peu la chaîne, Douceur Sucrée, c'est beaucoup plus mon personnage Pipou. Voilà. À Skip, c'est Moufette qui aurait imposé le terme. Ah ouais? Pour moi, vraiment, c'est comme ça que j'ai toujours imaginé le personnage de Trouble Antacide. Enfin, de Antacide, pardon. De Douceur Sucrée. Antacide, c'est juste moi. C'est Douceur Sucrée. Douceur Sucrée, c'est une pipou, quoi. Les pipous premier âge. Pourquoi pas appeler ça des wok? Parce que nous aussi, en soi, on est déjà désignés comme des wok. Non, c'est juste qu'elle le revendique en boucle. MDR. En vrai, elle a raison, ça a failli m'avoir. Hein. Elle fait genre, elle l'a inventé avec ses BD chelous, mais c'est full bullshit. Merci de ramener la vérité. Donc du coup voilà, ça c'est pour ma définition de pipou. Est-ce que vous êtes globalement d'accord avec moi par rapport au fait que voilà, c'est le moment où en fait pareil, pipou c'est aussi des gens qui pensent que la gauche c'est le camp de la bienveillance et genre typiquement des mecs comme Vincent Lapierre, eux ils pensent qu'on est tous pipou à gauche. Ils pensent qu'on est le camp de la bienveillance, le camp de la tolérance, le camp de je sais pas quoi, nanana. Et le jour où on va lui enculer sa mère, à lui, il va vite comprendre. Hein. J'ai pas tant compris leur forme de violence. C'est de la violence excluante. C'est des gens qui ont tendance à être excluants, à être jugeants, et en fait à finir par faire du coup du moralisme progressiste, qui est un peu le truc que j'ai expliqué tout à l'heure et que je réexpliquerai encore plus tard d'ailleurs parce que c'est aussi un mot dans le dictionnaire. C'est ce truc de... c'est des gens qui ont une vision morale de la politique. C'est bien aussi comme définition, tu vois. C'est vraiment, ils ont un rapport moral, quoi. Et du coup, radicool, qu'est-ce que c'est? Bah, radicool, en fait, ça partage les caractéristiques de pureté militante, dans le sens où c'est du coup des gens qui prétendent qu'il faut être parfait et qu'il faut militer de l'exacte bonne façon et qu'il faut être irréprochable et que quand t'es militant, du coup, en fait, tu as un devoir supérieur de je sais pas quoi. Ça, c'est un truc que les pipous comme les radicals partagent. La différence, c'est que autant les pipous, leur angle, c'est genre d'être gentil, autant radical, leur objectif, c'est d'être le plus de gauche possible. C'est vraiment des bandeurs d'être le plus de gauche possible. C'est vraiment des gens, ils sont en mode, genre, c'est des poseurs, c'est des prouveurs absolus. Et genre, quitte à prendre des takes qui sont genre, qui sortent de leur cul juste pour avoir l'air, genre, radical, ils sont prêts à tout parce que ça les rend un peu stylés. Et genre, par exemple, l'exemple ultime pour moi dont je parle beaucoup en ce moment de radical, c'est Laganerie. Laganerie, c'est vraiment un mec qui a des takes hyper radicales, qu'il a pas forcément vraiment travaillé, juste pour être hyper radical et avoir l'air cool. Lorsque t'as Laganerie qui raconte n'importe quoi en te disant qu'en fait, genre il faut mettre genre un... Comment c'est déjà ? Une allocation amicale. Genre, tu sais, il te parle d'allocation amicale et t'es en mode genre, qu'est-ce que tu racontes? Et du coup, vu que tout le monde commence à le perdre, il fait la famille est fasciste. Et du coup, t'es en mode genre. Alors, oui, mais si tu le balances juste comme ça, putain, genre, enfin. Genre, le pire, c'est que je peux être d'accord, tu vois, mais juste parce que t'es acculé, juste balance pas ton truc, quoi. Genre. Le matinalisme, non mais vraiment, enfin, la gueulerie, quoi. Mais après, des radicals, genre vraiment, Twitter n'est rempli que de ça. Genre, autant moi je trouve que sur Blue Sky, c'est davantage une population pipou, tu vois. Genre, c'est vraiment des pipous insupportables. Autant sur Twitter, putain, le niveau de radicalitude est absolu. Genre vraiment, j'ai l'impression d'être sur le réseau des poseurs. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais le radical, il est pipou. Non, parce que le radical, souvent, du coup, par bandage de radicalité, c'est plutôt quelqu'un qui va bander la révolution et donc une certaine forme de violence physique. Genre un radical, par exemple, quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec un pipou, tu vois. Genre un pipou, c'est quelqu'un qui est tellement gentil qu'il va être capable de défendre les flics. Genre un pipou, c'est quelqu'un qui est à gauche mais qui va te dire d'arrêter de dire ACAB parce que c'est trop méchant, qui va te dire de pas dire menard trash, tu vois. Ça, c'est un pipou. Un radical, au contraire, il va te dire menard trash, teacher art nazi, genre tout, en fait, tout est fasciste, il faut tout faire la révolution, il faut tout casser. Et alors, moi, je distinguerais aussi, parce que c'est quand même pas la même espèce, le radical de terrain et le radical d'internet. C'est quand même pas la même chose. J'ai quand même beaucoup plus de respect pour le radical de terrain que
que le radical d'internet. Je m'explique. Un radical de terrain, c'est quelqu'un qui veut finir en garde à vue, concrètement. Genre, Atlas Kazzy versus la c'est un peu ça. Mais non, enfin, pas attention côté garde à vue, mais genre, un radical, c'est quelqu'un qui a envie de taper des fachos, quoi. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas pareil qu'un pipou, quoi. Un radical, c'est quelqu'un qui peut tout à fait, genre, avoir envie de se taper avec les flics pour finir en garde à vue. Et puis pour lui, en fait, ça sera son petit achievement, quoi. Genre, il sera en mode, ouais, je vais être en garde à vue, je suis un vrai gauchiste. Alors, bizarrement, les deux, un autre point commun qu'ils ont, c'est que c'est un peu deux dérives bourgeoises. Genre, d'un côté, t'as les pipous, c'est un peu une dérive bourgeoise de gens qui sont un peu trop mignons. Parce que du coup, bah, genre, pour eux, la politique, c'est un peu... c'est un truc un peu sur le teco, quoi. C'est la bienveillance, c'est ces trucs-là, tu vois. Alors qu'un radical, c'est plus, genre, généralement, un peu un bourgeois, qui a un peu honte d'être un bourgeois, et qui, du coup, a besoin de prouver qu'en fait, il est radical quand même. Juan Branco, c'est un peu un radical, Juan Branco. Je vais pas vous mentir. Radical, c'est très individualiste, comme les pipous, c'est une façon d'être un prouveurs des idées, les pipous sont des prouveurs de la morale. Ouais, c'est un peu ça, c'est bien résumé ça, je trouve. Ouais, c'est un peu un conspiracy radical. Après, moi, j'ai été hyper radical, hein, à une époque, je pense. Et moi, je pense même que il y a des gens qui pensent que je suis radical. Parce que la vérité, c'est que il y a des gens qui font des espèces de réductions bizarres en mode t'es anarchiste, t'es forcément radical. Et du coup, je pense que dans la tête de plein de gens, je suis radical, juste parce que je suis anarchiste. Parfois, tu peux juste te dire je suis révolutionnaire et les gens te disent que t'es radical. Donc il faut quand même faire attention au truc inverse, tu vois. Je suis en mode non, c'est toi qui es un connard de réformiste en fait, c'est pas moi qui suis radical, genre dose. Il y a une diff entre être radical et énervé. Oui, mais à l'époque j'étais radical, aujourd'hui je suis juste énervé. J'ai pas de personnage radical, j'ai quand même un personnage pipou, j'ai pas de personnage radical. En même temps, je pense que je sais beaucoup mieux faire le radical de terrain, le Toto, plutôt que le radical de Twitter, quoi. Moi aussi, on dit que je suis radical car révolutionnaire. Non, mais c'est souvent ça. Hein. Souvent, en fait, quand t'es plus radical que la France insoumise, on te dit que t'es radical. Peut-être falloir sortir un peu de ce truc-là, quand même, tu vois. Genre, au bout d'un moment, stop, tu vois. Enfin, c'est des sauces d'aime, quand même. Genre, après, moi, je pense que c'est mieux d'être radical que d'être pipou. Mon vrai avis, ça reste quand même que en général les radicals se calment et finissent par donner des militants qui peuvent faire des vrais trucs, tu vois, alors que les pipous ils finissent dans des assauts bizarres de femmes cis et trans et tu finis par être un peu en mode enfin, les pipous c'est le genre de gens qui vont avoir peur des charpes, quoi. Les pipous ça finit plus centriste, alors que les radicals on peut les récupérer genre à gauche, tu vois, même chez les sosdem. Enfin, souvent d'ailleurs ils se déradicalisent un peu plus vers le réformisme et ce genre de trucs, tu vois, les radicals en vrai. Ils finissent rarement dans des trucs vraiment révolutionnaires à la fin. Au final, c'est radicarnage. Du coup, repenti avec écharpe depuis des années. Les pipous, ça finit par voter EELV. En vrai, ouais, tu vois. Genre, c'est vraiment pas la même énergie, quoi. Les pipous, c'est des gens qui vont voter pour EELV, alors que les radicals, c'est des gens qui vont voter pour révolution permanente. Genre, ça n'a rien à voir. Et j'ai plus confiance en un frère qui vote pour Anas que pour quelqu'un qui vote pour ELV, tu vois. Genre moi au contraire RP genre autant je trouve qu'il y a plein de radicals chez eux et que parfois genre ils ont un peu tendance à vouloir monopoliser les luttes et à s'approprier des trucs, tu vois. Autant je les aime bien, c'est des camarades solides et tout, tu vois. Enfin, y a pas de problème avec ça. Du coup, c'est catho de gauche. Je pense. Mais c'est vrai que genre les gens ils ont dit Sartre radical. J'avoue que je connais pas assez Sartre, mais il y a un monde dans lequel Sartre c'est un peu radical, ouais. En plus écharpe, genre elle est perçue comme étant genre une espèce de démon par les pipous, alors que c'est vraiment la personne la plus qui a le plus de sororité, qui est le plus adorable. Camille Pipou du coup un peu. Est-ce qu'on est en train de refaire la bataille entre Sartre et Camus, où genre il y en a un c'est un pipou, l'autre c'est un radical? Oui, les pipous n'aiment pas les insultes et les drogues, alors que les radicals adorent ça. Oui, mais vraiment, mais c'est tellement ça. Mais waouh. En fait, c'est beaucoup plus deep que ce qu'on pensait, radical et pipou, quoi. C'est genre en fait, c'est des forces au sein de la gauche qui existent depuis plus longtemps que ce qu'on pensait. Ah, ça me bute. C'est les deux faces d'une même pièce. C'est un peu les deux faces d'une même pièce, ça on est d'accord. On l'a dit, c'est deux façons de faire de la pureté militante, c'est deux trucs un peu bourgeois, c'est deux dérives libérales, et en même temps elles ont des oppositions assez fortes. Mais c'est vrai que
Maoïste radicool. Mao Spontex en tout cas, ouais. Après, les maoïstes qu'il y avait en Chine à l'époque, ils étaient pas radicaux, ils étaient juste là, quoi. Genre. En quoi c'est libéral? Bah, d'avoir une pensée individualiste où tu fais la morale aux gens et où tu dis que, genre, il y a les bons et les mauvais militants. Bah, typiquement, c'est très libéral, tu vois. Enfin, si tu reviens à une pensée quasiment du mérite, tu vois. La pensée radicool, c'est un peu une pensée du mérite, quoi. Genre, aussi à la fin. T'as fait tes preuves, quoi. T'es allé en garde à vue. Vaut mieux être pipou parmi les radicools ou l'inverse? Oh! Vaut mieux être, genre, le plus pipou des radicools ou le plus radicool des pipous? Vraie question, vrai débat. Oh putain, je sais pas. Hein. Je pense qu'il faut mettre le plus pipou des radicools. Quand même. On n'est pas d'accord avec Shelrux. Le pipou des radicools 100%. Ah, c'est un gros débat. Allez, on vote. Vaut mieux être. Hop, vous avez 2 minutes pour voter. Ouais, 3h du mat, ouais. Ok, d'accord. Donc pour moi, le plus pipou des radicools est quand même un peu en train de gagner. Ah oui, ça fait sens, ça. Ce que je vous disais, pour moi, c'est mieux d'être radical que d'être pipou, donc autant être dans cette team-là, quoi. Et 3h du mat, on est quand même 150. Hein. La victoire écrasante d'être le plus pipou. C'est mieux d'être le plus pipou des radicals que d'être le plus radical des pipous, quoi. Ah non, moi, je suis je suis plus radical que pipou, ça, c'est clair. Oh, trop bien, Mel. Bon, bah écoutez, sur ce vote, du coup, gagné par le plus pipou des radicals, on va se quitter, les gens, hein, je pense. C'était une bonne fin. On a fini sur les 2 termes. Je pense que j'avais le plus envie de faire dans toute cette liste, quoi, finalement. Et donc voilà, on a défini tous ces termes-là, quoi. Donc la prochaine fois, on va définir acide, très important, egg, communisme, colorblind, pureté militante, concernisme, marxisme, violence symbolique, damage control, butch, bear, twink, chaser, moralisme progressiste, incel, rhétorique, fasciste, validisme, psychophobie, pervers narcissique, fenêtre d'Overton, token, emprise et un tas d'autres termes. On va avoir du travail, les gens. On va avoir du travail. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps là. Ouf. Ok, la prochaine fois que je fais un truc iceberg, on fait que ça. Par ainsi que j'ai un avis très précis dessus. Bon, à mon avis, c'est une fraude. J'ai mis des termes fraude. Histoire de voilà. Mais non, mais bref. Kiss YouTube. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like, ton meilleur follow, ton meilleur abonnement. Watch